Herzlich willkommen beim deutsch-französischen Soyez les bienvenus au Forum franco-allemand de l'énergie, l'Europe post-Covid-19, orientation politique et économique, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Donc des perspectives tendant vers une période après le Covid. Je m'appelle Barbara Kostolnik, je suis correspondante au studio de l'ARD à Berlin. J'étais auparavant correspondante à Paris pendant 5 ans au studio ARD. Je remercie toutes les participantes et participants. 560 personnes se sont inscrites, donc nous sommes au cœur de l'actualité. Je remercie également le ministère des Affaires étrangères qui nous accueille ici dans la Weltsaal, le ministère de l'économie et l'OFAT d'avoir organisé cette conférence en temps de Covid, ce qui présupposait énormément de travail. Comme cela est de coutume et sûr, ce format est celui de la vidéoconférence. La retransmission se fait avec interprétation simultanée en allemand, français, anglais. Vous pouvez changer de canal et poser des questions pendant le chat. Ne vous privez pas. Je voudrais prier les intervenantes et intervenants de parler lentement, de bien parler dans votre microphone, d'éviter des abréviations, même on vous l'a dit à maintes reprises, puisque cela facilitera la tâche aux interprètes. Merci beaucoup. Les présentations montrées aujourd'hui, et elles sont nombreuses, seront disponibles une semaine après la conférence sur le site internet de l'OFAT. C'était une abréviation, mais je vous invite à aller chercher donc l'adresse de l'OFAT. Voilà, en ce qui concerne le volet technique, je me réjouis de donner la parole à Monsieur Hannan, notre entrifiant aujourd'hui, qui va nous accueillir personnellement. Merci d'être des nôtres. Vous sortez d'une quarantaine Corona il y a 2 semaines. Nous avions rendez-vous, nous n'avons pas pu nous voir. Je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous de cette Weltsaal presque vide ici au ministère des Affaires étrangères. Je voudrais tout d'abord vous saluer, Madame l'ambassadrice Descott, en ces temps difficiles pour la France, Monsieur le secrétaire d'État Feist, Monsieur Rösner, Mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bienvenue chaleureuse au Forum franco-allemand d'énergie. L'Europe post-Covid-19, orientation politique et économique de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, c'est notre thématique aujourd'hui. La raison d'être de l'OFAT et de ce forum franco-allemand de l'énergie est bien de rassembler des décideurs d'Allemagne et de France des filières énergie et climat. Ceci pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique avec l'appui renforcé du moteur franco-allemand et, deuxièmement, renforcer la coopération bilatérale entre l'Allemagne et la France dans ce domaine qui est si important pour l'économie et l'environnement. Face à la situation actuelle en Allemagne et en France, vous l'avez dit, je m'adresse à vous en mode virtuel, bien entendu. Après tous ces mois, il est regrettable que nous ne puissions pas nous retrouver en chair et en os. Mais je crois que nous sommes maintenant tous un peu des professionnels des nouveaux médias. Je suis donc optimiste et je pense que nous pouvons atteindre nos objectifs également avec ce format. C'est l'importance du sujet et de la coopération en la matière que nous souhaitons souligner et nous souhaitons mettre en réseau les différents acteurs. Notamment en ce qui concerne l'énergie et le climat, en Europe notamment, et ce n'est pas cynique, n'a pas eu qu'un impact négatif. Car, à part
des réductions temporaires d'émissions de gaz à effet de serre découlant du confinement, cette pandémie, et c'est à cela que je veux en venir, cette pandémie donc a libéré des fonds publics d'une envergure sans précédent à Berlin, Paris et Bruxelles. Et ces enveloppes doivent notamment servir avant tout à la relance verte. Et c'est notamment la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, notamment en fin d'après-midi, nous entendrons des contributions qui s'intéresseront à ce sujet. Donc, j'espère que nous comprenions aussi la Covid-19 comme étant une opportunité à cet égard, qui constitue une rupture qui peut être porteuse d'un renouveau numérique et vert pour nos économies et qui peut donc permettre à l'Europe d'être précurseur sur le plan géopolitique également. À nous, élus, de créer un cadre régulatoire. C'est à cette seule condition que vous, les professionnels du secteur, pourrez en faire un succès économique et écologique. J'espère que ce forum pourra apporter sa modeste contribution à la réalisation de ces objectifs. Au sein de l'Union européenne, vous n'êtes pas sans le savoir, nous sommes en train de négocier le cadre financier pluriannuel et le plan de relance post-Covid, prochaine génération UE, et de mobiliser un paquet financier inédit à hauteur de 1,8 billion d'euros. Au moins 30% de ces fonds doivent servir aux investissements verts. Les négociations entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen sont en cours. Ce n'est pas toujours facile, vous aurez vu les médias. J'espère que nous serons à même d'adopter l'ensemble du paquet pendant la présidence allemande du Conseil. Ces fonds, nous devons les saisir ensemble en Europe afin de faire progresser la transition énergétique. Cela nous permettra de consolider notre rôle précurseur en matière de lutte contre le dérèglement climatique et un cadre moderne pour le secteur de l'énergie au plan global. Soyons francs, la Chine avance à grands pas en la matière. Ne prenons pas de retard. Et un jour comme aujourd'hui, où pas seulement moi et nous ici au ministère des Affaires étrangères regardons vers les États-Unis la décision qui sera prise aujourd'hui, je dirais aussi qu'une possible nouvelle administration américaine sous Joe Biden pourrait rapidement entamer un virage. Beaucoup l'espèrent. Les États-Unis joueraient un rôle clé dans le concert des pionniers de la transition énergétique, ce qui m'amène à l'urgence de la transition énergétique. Elle est incontournable, pas seulement sur un plan écologique. Réussir rapidement la transition énergétique dans le contexte de l'économie de marché sera capital pour les économies qui souhaitent prospérer au XXIe siècle. L'Union européenne, concrètement, et notamment, ce n'est pas le seul exemple, mais notamment le moteur franco-allemand est d'une grande importance. L'OFAT et le Forum franco-allemand de l'énergie ont été créés justement pour cette raison. La coopération dans les domaines de l'énergie et du climat constitue par ailleurs une priorité du traité d'Aix-la-Chapelle que la chancelière Merkel et le président Macron ont signé en janvier 2019. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, il nous faut montrer l'exemple avec une excellente coopération, avec des projets phares visionnaires dans les domaines, par exemple, de l'hydrogène ou de la capture et du stockage du CO2. Notre coopération comprend toujours une invitation aux autres États membres de l'Union européenne de s'y associer de façon active et en tant que partenaires sur un pied d'égalité. La transition énergétique globale avance, sans aucun doute. Personne, même pas le président Trump, ne saurait l'éviter.
Pour illustrer mon propos, je rappellerai brièvement les messages du World Energy Outlook 2020, les perspectives énergétiques de l'AIE, publiées voici 3 semaines. Tout d'abord, d'une façon sobre mais décisive, l'AIE constate que l'ère du charbon est derrière nous. La demande mondiale de charbon a atteint son pic en 2014, alors que de nouvelles centrales au charbon sont encore construites. Le volume global d'électricité à base de charbon recule dans le monde entier et de nombreuses centrales à charbon vétustes et pollueuses ferment. Deuxièmement, la demande de pétrole a atteint son pic en 2019. Je citerai Spencer Dale de BP. L'histoire moderne n'a pas encore connu une baisse en termes absolus de la demande de carburant. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Pour l'AIE, le gaz naturel n'est pas porteur d'avenir non plus. Il est possible qu'en Europe, la consommation de gaz ait atteint son pic et pourrait constituer une technologie transitoire vers un monde décarboné. Quatrièmement, les gagnants de tout ceci, ce sont les énergies renouvelables. L'AIE prévoit que 90% des besoins d'énergie supplémentaires seront à l'avenir couverts par des sources énergétiques renouvelables. C'est donc à juste titre que l'UE tente d'avancer en adoptant le pacte vert, par exemple, sur le plan réglementaire, et en proposant des mesures ambitieuses pour protéger le climat. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'il faut maintenant faire vivre. Je serais enchantée si la coopération franco-allemande pouvait jouer un rôle essentiel en la matière. Si des projets conjoints ou des entreprises franco-allemandes montraient l'exemple et la marche à suivre à toute l'Europe. La France et l'Allemagne ont des stratégies nationales ambitieuses visant à établir une filière hydrogène. Les deux stratégies nationales, et d'ailleurs également la stratégie de l'UE sur l'hydrogène, y voient un rôle important pour les coopérations internationales. À l'heure qu'il est, l'Allemagne et la France sont en train d'identifier des projets phares et de travailler avec insistance à leur mise en œuvre. Ce sont en même temps des projets UE d'intérêt commun qui sont visés. Je suis donc confiant malgré l'envergure du défi lancé par la transition énergétique. Si les deux plus grandes économies de l'Union européenne sont du même bord et avancent ensemble, c'est là le plus grand élan que nous puissions donner à la transition énergétique européenne. Je suis convaincue que notre forum d'aujourd'hui apportera sa pierre à l'édifice. Les résultats de ce forum, j'en suis certain, seront évoqués également lors du Berlin Energy Transition Dialogue 2021, la grande conférence sur la transition énergétique internationale prévue pour mars 2021 qui devrait avoir lieu dans une Weltsaal remplie. Je remercie toutes les intervenantes et tous les intervenants ainsi que les panélistes de leur participation, de leur engagement ici à ce forum. Je souhaite à tous les participants un débat nourri et je remercie très chaleureusement l'équipe de l'OFAT, du ministère de l'économie et bien sûr mes collègues ici au sein du service économique du ministère des Affaires étrangères d'avoir organisé de façon professionnelle cette manifestation virtuelle. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour cette perspective optimiste. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à l'ambassadrice Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de la République française en Allemagne. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Sehr geehrter Herr Staatsminister, lieber. Monsieur le ministre d'État, cher Niels Annen. Monsieur le ministre d'État, Monsieur Andreas Fecht, Monsieur le secrétaire d'État Guy Burg-Czerwetynski, Monsieur Rösner,
meine Damen und Herren. Je commencerai à parler en allemand et puis je passerai au français. Tout d'abord, j'aimerais remercier M. Reusner pour l'invitation. Et j'aimerais aussi le remercier de son engagement infatigable qui permet de tenir cette 3e édition du Forum franco-allemand de l'énergie. Un échange constructif concernant ce sujet est d'importance cruciale, notamment sous ces conditions difficiles actuelles. J'aimerais également mentionner l'engagement du Bureau franco-allemand pour la transition énergétique. Merci pour leur travail d'information. Cette plateforme joue un rôle primordial pour réunir les acteurs pour la transition énergétique en Allemagne et en France. Je continuerai en français maintenant. L'a rappelé le président Steinmeier à l'occasion de la remise du prix franco-allemand de l'environnement le 25 octobre à Hanovre. Cette crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier la crise climatique. La France, notamment, a été marquée très récemment par le passage de la tempête Alex, qui a causé des dégâts extrêmement importants et qui n'est probablement pas sans lien avec les grands bouleversements que connaît notre planète et auxquels il nous incombe de répondre. La crise sanitaire n'a pas mis fin à nos actions pour le climat, bien au contraire, puisque le plan de relance français prévoit 30 milliards, donc pratiquement un tiers de l'enveloppe totale pour accélérer la transition écologique, dans l'objectif d'en faire un levier, à la fois un levier de la reprise et de la transformation de notre économie. Cela répond bien sûr à 2 objectifs essentiels pour nos autorités: décarboner notre économie en réduisant nos émissions de carbone de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990 et soutenir les secteurs d'avenir en misant sur les technologies vertes, parmi lesquelles bien sûr l'hydrogène. Le plan de relance, c'est aussi une réponse aux attentes des Français qui s'étaient exprimées par la Convention citoyenne pour le climat. La ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, a rappelé qu'il s'agissait là d'un pas de géant pour la transition écologique de la France et que par son ambition, sa cohérence, sa solidité, ce plan allait nous faire basculer dans l'économie de demain, décarbonée et plus économe en ressources. Donc l'idée, c'est bien d'avoir, après la crise, non pas un retour en arrière, mais véritablement un bond en avant et un progrès sensible vers l'économie décarbonée. L'Allemagne, de son côté, a engagé des efforts similaires, puisque un tiers des financements du plan de relance conjoncturel sont consacrés au secteur de l'énergie et des mobilités décarbonées. Au niveau européen, le plan de relance Next Generation EU s'inscrit dans les ambitions générales de l'Union européenne en matière de climat, et les plans de relance à la fois nationaux et européens seront bien des investissements dans l'avenir de nos économies et de la planète. Alors le Green Deal présenté en décembre dernier par Ursula von der Leyen traduit cette politique ambitieuse qui veut faire de l'Europe le premier continent neutre pour le plan climatique à l'horizon 2050. Et même s'il reste encore du travail à faire, je voudrais saluer l'accord partiel obtenu il y a quelques jours au Conseil de l'Union européenne sur la loi climat. Je crois que c'est vraiment le résultat d'un travail remarquable de la présidence allemande et nous tenons à le saluer. Même si, comme l'a dit M. Hannen, il reste encore du travail à faire, mais
nous serons évidemment aux côtés de la présidence allemande pour faire avancer ces dossiers. Certaines modalités, notamment l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030, contre 40% actuellement, vont évidemment exiger encore des discussions. Je tiens à réaffirmer le soutien entier de la France à cette proposition de renforcement de l'objectif de réduction à l'échéance 2030. Nous espérons que les discussions en cours permettront d'atteindre un accord avant la fin de l'année, afin que l'Union européenne puisse parler d'une seule voix et présenter d'une seule voix les nouvelles contributions à respecter au niveau national, afin que nous puissions atteindre ensemble les objectifs de l'accord de Paris. Cette ambition européenne, elle est porteuse d'espoir au niveau international, quelques jours avant la célébration des 5 ans de l'accord de Paris, mais ce qui est surtout très, très important, et le secrétaire d'État Niels Hansen l'a rappelé tout à l'heure, c'est le résultat que nous aurons demain des élections américaines, puisque nous savons l'engagement très fort de l'équipe de Joe Biden pour revenir dans l'accord de Paris, et ça, ce serait évidemment une nouvelle excellente, d'autant que le monde bouge autour de nous. Les annonces récentes de la Chine sur son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060 en est la preuve. Il y a donc une dynamique favorable, une compétition qui nous pousse évidemment à avancer et à y participer en prévision de la COP26 à Glasgow en novembre de l'année prochaine. Donc dans ce contexte, la France et l'Allemagne ont vraiment beaucoup à gagner à poursuivre leurs efforts de coordination dans leur politique de transition énergétique. Cette volonté, elle est là, elle a été réaffirmée et ancrée dans le traité d'Aix-la-Chapelle, rappelé à plusieurs reprises par le président de la République Emmanuel Macron et la chancelière Merkel, et notamment lors de la présentation de l'initiative franco-allemande qui a permis de déboucher sur le plan de relance européen le 18 mai 2005. Et donc aujourd'hui, l'une des questions essentielles, c'est évidemment celle des financements et donc des investissements climatiques. Elle sera capitale évidemment pour atteindre nos objectifs, et nous y avons évidemment travaillé dans le cadre de la présentation de notre projet de loi de finances pour 2021, et nous voulons rendre notre budget national plus vert, évaluer aussi l'impact des dépenses de l'État sur des objectifs environnementaux, dont la lutte contre le changement climatique. Ça aussi, ce n'est pas simplement de l'affichage, c'est une vraie volonté à travers ce budget d'un verdissement de nos pratiques et de notre économie. Voilà, donc cette lutte contre le réchauffement climatique, c'est une réalité à la fois économique et politique et industrielle, et aussi de recherche pour nos deux pays. Nous avons historiquement des mix énergétiques différents, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas travailler étroitement ensemble. Nous partageons la même volonté de pousser la transition énergétique et climatique pour assurer ensemble notre souveraineté économique et énergétique, non pas chacun pour soi, mais bien sûr au niveau européen. Ça n'a de sens que de cette façon. Et le groupe de travail interministériel de Meseberg sur le climat, qui existe donc depuis un petit peu plus de 2 ans, a appelé à inscrire au cœur du Green Deal des mesures de décarbonation de l'industrie européenne, en affirmant, je cite, qu'avec un système financier durable, des innovations intersectorielles et une économie circulaire forte, il serait possible de donner une impulsion à la protection du climat, à l'innovation et à l'emploi. Donc nous avons déjà, je crois, montré notre capacité à atteindre des réalisations concrètes. Je citerai comme exemple l'Alliance européenne pour les batteries, mais nous continuons à travailler dans ce sens avec d'autres initiatives, notamment sur l'hydrogène vert, qui est un champ énorme que nous commençons d'explorer. Mais je pense aussi, bien sûr, à la question du prix du CO2, qui est également tout à fait décisive. Un élargissement du système d'échange de quotas d'émissions européens et un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières
devrait nous permettre à la fois de lutter contre les fuites de carbone et de protéger nos économies. Et à cet égard, je voudrais saluer ici le fait que les discussions de cette conférence aient été ouvertes à la Pologne, un partenaire historique de notre tandem franco-allemand dans le cadre du triangle de Weimar et sur les questions bien sûr d'environnement et de transition énergétique. Et je me réjouis que M. Guy Bourget Czetwertyński, secrétaire d'État au ministère polonais du Climat, prenne la parole dans le cadre de ces travaux, alors que son pays prévoit d'engager des efforts extrêmement importants pour arriver lui aussi à une accélération de sa décarbonation. Dans un mois, le dialogue sur l'énergie de la Fondation Genshagen sera également une opportunité de partager des réflexions entre Français, Allemands et Polonais, et des pistes d'action, bien sûr, en trilatéral sur cette thématique. Donc voilà, je crois que pouvoir dire en conclusion que le forum franco-allemand, cette réunion du forum franco-allemand de l'énergie intervient à un moment clé et il pourra certainement contribuer à faire avancer les discussions. Pas simplement entre les États, mais, et c'est le sens de ce forum, entre l'ensemble des acteurs, entreprises, collectivités, société civile, dans l'esprit vraiment de l'agenda des solutions que nous avions promu il y a 5 ans avec nos partenaires à la COP 21. Voilà, c'est aussi et surtout au cœur des territoires, au plus proche des citoyens, de leur vie quotidienne, que nous parviendrons à faire de la transition énergétique un succès. Donc je vous souhaite d'excellents travaux. Merci de votre attention et bon forum. La France et l'Allemagne collaborent étroitement et sont solidaires. Merci, Madame l'ambassadrice, pour votre intervention. Et jamais 203, donc une dernière intervention de Andreas Weicht, secrétaire d'État auprès du ministère fédéral de l'économie et de l'énergie. Donc, le troisième. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez la parole. Merci. Madame l'ambassadrice, Monsieur le ministre adjoint, Monsieur Reusner, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité à intervenir et je vous remercie également d'avoir organisé ce forum dans des conditions difficiles. Il a été mentionné à plusieurs reprises que la France et l'Allemagne sont d'excellents partenaires. Ces deux pays travaillent étroitement tant dans la politique industrielle, mais également dans le domaine de l'économie, ainsi que dans la protection du climat et de la transition énergétique. Et au cours de la phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est particulièrement important. Et cela vaut également pour la Pologne. Je suis ravie que nos collègues polonais soient présents et que le triangle de Weimar soit mis en avant. La transition énergétique et la protection du climat sont des tâches européennes. Nous avons besoin de moteurs au sein de l'Union européenne, mais il est nécessaire que nous travaillions étroitement les uns avec les autres. D'une part, bien entendu, nous nous trouvons dans une situation historique du fait de cette pandémie du coronavirus. Et la conséquence, eh bien, nous sommes en deuxième journée de confinement partiel en Allemagne et cela a des répercussions économiques considérables. Et il est très important, bien entendu, de faire en sorte d'atténuer les conséquences économiques des mesures prises pour lutter contre cette pandémie. Car tous les États européens sont touchés. Mais bien entendu, nous devons avoir conscience de l'ensemble des tâches qui nous incombent. Mon collègue, M. Hanen, l'a déjà mentionné. Nous avons présenté le World Energy Outlook cette semaine même à Berlin. Et deux choses se distinguent. D'une part, les investissements ont baissé. Mais elles ont moins baissé pour les énergies renouvelables que pour les énergies fossiles, et ce, dans le monde. Partout, il y a cette tendance au développement des énergies vertes et des mesures prises également pour le développement durable. Mais ce que l'on voit actuellement en Chine, la Chine est le premier pays à être ressorti de cette crise économique après la crise du coronavirus. Et bien là, les émissions de CO2 sont plus élevées à présent qu'avant la crise. C'est quelque chose qui ne doit pas se produire chez nous.
Il faut que nous utilisions le temps que nous avons à disposition, les fonds qui ont été mis à disposition, pour que lorsque nous aurons réussi cette reprise après la crise du coronavirus, eh bien, que nous ne soyons plus au même niveau d'émissions de CO2 qu'avant le confinement. Non, il faut que le niveau des émissions reste inférieur, et ce de manière durable. Donc les différents programmes de relance qui ont été pris sont essentiels pour ce faire. En Allemagne, au total, 140 milliards d'euros ont été mis à disposition dans le cadre de notre programme de relance. C'est une somme historique que nous mobilisons ici, et nous allons consacrer cette somme, bien entendu, à la relance, mais 50 milliards sont dédiés à des programmes d'avenir, notamment des programmes tels que la numérisation, l'intelligence artificielle, mais en particulier également la mise en place d'une économie de l'hydrogène, le soutien également d'industries d'avenir. Nous avons dynamisé également notre programme dédié à l'assainissement énergétique des bâtiments. Donc, il était déjà un niveau très élevé, mais nous avons encore augmenté l'enveloppe, et les personnes investissent énormément dans leur maison, dans leur logement, et nous avons déjà obtenu davantage d'économies d'émissions de CO2 que nous avions prévu. Nous avons également développé nos programmes pour le développement des transports en commun, 2,5 milliards, et les deux intervenants précédents l'ont déjà également mentionné. Bien entendu, nous souhaitons développer la technologie de l'hydrogène avec 9 milliards d'euros qui vont y être consacrés. Nous mettrons également, et nous avons déjà donc mis à disposition des fonds pour stabiliser la taxe pour le développement des énergies renouvelables. Nous avons également mis à disposition des fonds pour développer l'infrastructure de charge et pour développer les éléments de batterie. Nous mettons également des fonds à disposition pour développer des véhicules plus propres. Donc, il s'agit de soutenir la relance économique, mais également de parvenir à réduire les émissions. L'Europe vient bien entendu contribuer à ces programmes. Nous avons l'instrument de relance Next Generation EU qui a déjà été mentionné. Il y a également un cadre financier qui a été mis en place pour ce faire. Et ce qui est également très important, c'est la facilité pour la reprise et la résilience qui va être développée et qui cible les régions qui sont particulièrement touchées par la pandémie, mais également par les efforts de transformation pour la transition industrielle. Il s'agit des régions qui sont des bassin miniers notamment, et là il est important également de prendre des mesures importantes. La coopération franco-allemande est particulièrement importante dans ce contexte, cela a déjà été mentionné. Un accord a été conclu entre la chancelière allemande, Mme Merkel, et Monsieur le Président Macron, avec la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, à savoir que dans le cadre du développement de l'industrie de l'hydrogène, de l'économie de l'hydrogène, que ce soit qualifié de projet d'intérêt européen commun. Et nous allons coordonner ce projet avec la Commission et tous les pays européens, bien entendu, ont la possibilité de se joindre à ce projet. Les différents appels d'offres vont être lancés cette année, mais dans le cadre européen, il y aura bien entendu des projets phares franco-allemands qui sont en cours de développement. Nous discutons actuellement avec des entreprises françaises et allemandes et nous souhaitons lancer des grands projets dans le domaine de l'hydrogène, comme nous l'avions déjà fait pour les batteries. Pendant la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne, nous allons, avec nos collègues et la Commission, bien entendu, lancer de nouveaux projets dans la transition énergétique ou dans le développement de l'industrie de l'hydrogène. Il y a également le domaine de l'éolien en mer qui a un rôle très important à jouer. Nous souhaitons avoir un cadre qui facilite le développement de ces installations pour que davantage de projets offshore puissent être développés à l'international, car l'éolien en mer va jouer un rôle important pour la mise à disposition d'électricité verte à l'avenir.
Donc de très nombreux des projets que nous avons doivent être réalisés dans le temps que nous avons à l'heure actuelle à disposition. Et ce n'est possible de le faire que dans le cadre de la coopération en Europe, avec l'Europe. J'en suis ravie d'avance et je me réjouis de nos discussions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État, pour vos propos. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. C'est Sven Rösner, le directeur de l'Office franco-allemand pour la transition énergétique, qui va prendre la parole. C'est vraiment très dommage que nous ne puissions pas nous rencontrer en chair et en os. Eh bien, nous le ferons en mode virtuel. Eh bien, l'Europe post-Covid et la transition énergétique. Tout le monde évoque le virus en ce moment. Est-ce que la transition énergétique en pâtit? Merci beaucoup, Madame Kostolnik, pour cette présentation. Je préférerais évidemment être des vôtres dans la Weltsaal, mais c'est une époque pendant laquelle il faut s'adapter, où on apprend des choses tous les jours. Commençons par le début. Chère Madame l'ambassadrice, Monsieur le ministre d'État Hannen, Monsieur le secrétaire d'État Feist, Mesdames et Messieurs, chers adhérents, chers collègues, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Je suis très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette 3e édition du Forum franco-allemand de l'énergie. Nous espérons, et c'est le plus important, que vous allez bien, ainsi que vos familles et vos collègues, en ces temps difficiles. Chaque année, le Forum de l'énergie constitue un événement phare pour l'OFAT. Et cette édition 2020 a plus forte raison, puisqu'il semblerait que notre cœur de métier, depuis 5 ans, se cristallise dans le sujet de cette conférence. Peu de secteurs illustrent les défis économiques, sociétaux et écologiques du présent, à tel point que celui de l'énergie. Voilà pourquoi, à maintes reprises depuis 12 mois, ce secteur a été au centre de l'intérêt public. Citant la présidence allemande du Conseil européen, par exemple, qui fait de la transition énergétique une priorité en travaillant sur l'éolien en mer et l'hydrogène, ou encore les ambitions de la Commission européenne qui, grâce au pacte vert et au relèvement des objectifs climatiques, vise à préparer l'économie européenne à un avenir bas carbone. Et enfin, un virus a changé la donne en très peu de temps, notamment au sein du secteur de l'énergie européen, dans la production, dans le transport, le commerce et bien sûr la consommation, en laissant des traces incontestables et durables, permettant d'entrevoir les défis posés par un mix énergétique du futur décarboné. La première strophe du Patmus d'Hölderlin me trotte dans la tête depuis le début de l'année. C'est à peu près le moment où nous nous sommes vus pour la dernière fois, Madame Kostolnik. Là où le danger grandit, le sauvetage arrive aussi. Monsieur Hannen vient de le souligner. Les deux choses, évidemment, nous occupent en ce moment. L'urgence et aussi la sortie de crise pour renouer avec une trajectoire visant de nouveaux objectifs. On n'a pas le choix, en fait. Nous sommes très heureux pour cette raison que le programme d'aujourd'hui dépasse le seul cadre franco-allemand. Nous nous en réjouissons et nous proposons des contributions polonaises et la perspective de la Commission européenne qui sont eux aussi des acteurs importants pour les orientations politiques et économiques en matière d'énergie et de lutte contre le dérèglement climatique. Le dialogue et l'innovation s'imposent plus que jamais à tous les niveaux et pour nous également, en cette époque marquée par les transformations. Depuis mars, nous avons pour objectif de ne pas seulement traverser la crise le mieux possible, mais de livrer matière à réflexion et des réponses aux questions d'actualité. Puisque vous ne pouvez pas et que je ne peux pas me rendre à la Weltsaal aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer, malgré des conditions difficiles, ce forum franco-allemand de l'énergie en direct sur Internet avec une interprétation simultanée. Pour réaliser un tel projet, il faut une équipe. Nous remercions chaleureusement tous les intervenants dès maintenant
tous les intervenants qui ont accepté de prendre la parole dans ce contexte difficile et qui nous apporteront des éclairages nous permettant d'y voir plus clair et qui vont nous permettre de former des opinions personnelles. Je remercie également le ministère des Affaires étrangères, notamment le service 410, le ministère de l'Économie et de l'Énergie et l'ambassade de France de leur soutien constructif et agréable pendant la préparation, et mes collègues, bien entendu, notamment Tim, Julia, Marie et Céline. Et nous remercions nos interprètes et techniciens sans lesquels une conférence de ce format ne pourrait pas être réalisée. Je nous souhaite à toutes et à tous des travaux riches et intéressants. Chère Barbara Kostolnik, je rends la parole à la belle salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sven Rössler. Donc, là où le danger croît également la solution. Donc, on ne va pas avoir une véritable pause. Bien entendu, vous avez la possibilité de boire du café si vous le souhaitez, ou boire du thé si vous le souhaitez, pour vous détendre quelque peu. Nous allons continuer donc avec la première intervention sur notre premier thème qui est politique, mais nous attendons encore un petit peu Dieter Juul Jørgensen, qui est la directrice générale de l'énergie auprès de la Commission européenne, qui est très occupée. Elle va être dans un instant parmi nous, donc une mini-pause. Nous nous retrouvons dans un instant. So, und da ist sie schon wieder vorbei. Bien, c'est la fin de notre pause et nous passons donc à notre premier thème de la journée, à savoir l'évolution des systèmes énergétiques de l'Union d'ici 2050. Il s'agit de plans nationaux et de coordination transnationale et du pacte vert européen. Et je l'avais déjà annoncé avant la pause, eh bien, en introduction, nous avons Dieter Juul Jørgensen, qui est la directrice générale de l'énergie auprès de la Commission européenne. Elle a occupé déjà de nombreuses positions et elle a été chef de cabinet de la commissaire Margrethe Vestager dans le parti de la concurrence. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez? Madame nous sourit, très bien. Bonjour. Nous allons vous écouter. Bonjour, Madame Jørgensen, sur le pacte vert européen avec la décarbonation par les technologies énergiques. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. J'ai des transparents que vous allez faire défouler. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre invitation à participer à ce forum.
Vous avez parlé du pacte vert européen et c'est ce dont je vais parler. Car ce pacte vert européen est une des priorités de la Commission européenne et de Mme von der Leyen. L'objectif est de permettre une neutralité climatique d'ici à l'horizon 2050 en Europe, mais il s'agit également d'une stratégie de croissance, de résilience et de concurrence pour parvenir à nos objectifs climatiques, et ce, de manière rentable et qui nous permettra d'être davantage compétitifs et résilients. Nous avons réalisé une étude d'impact qui a été publiée mi-septembre. La question est de savoir comment parvenir donc à nos nouveaux objectifs à l'horizon 2050 et comment le faire de façon à ce qu'ils soient également viables sur le plan économique. Et la conclusion de cette évaluation d'impact a été présentée dans notre plan d'objectifs climatique au mois de septembre et présenté par la présidente Mme von der Leyen dans l'État de l'Union. Et c'est possible, nous avons analysé les différentes options, nous avons analysé les différents scénarios pour parvenir à la réalisation de ces objectifs. Et ce qui est logique, c'est que notre objectif et l'objectif que nous nous sommes fixés à l'horizon 2050 peut être fait de manière économiquement viable, de façon qui nous permette de protéger notre compétitivité. Et si vous souhaitez parvenir à ces objectifs, vous devez bien entendu inclure tous les secteurs de l'économie, car l'économie représente 75% des émissions de gaz à effet de serre, tant consommation et production de l'énergie. C'est la raison pour laquelle il va falloir que nous agissions dans le domaine de l'énergie. C'est un point, c'est la base, c'est un pilier bien entendu central de notre objectif de neutralité climatique afin de parvenir donc au relèvement de nos objectifs climatiques d'ici 2050. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'aborder 3 questions liées à ce pacte vert européen. Ça, c'est le transparent suivant. La première question qui se pose ici est comment est-ce que les changements de notre système énergétique peut-il contribuer à la reprise économique? Comment garantir également que nos objectifs verts et économiques se complètent et ne se nuisent pas mutuellement? Et comment profiter davantage des avantages concurrentiels lors de l'application du pacte vert européen? Et pourquoi est-ce que la transition juste fait partie intégrante du pacte vert européen? Donc, première question. Comment est-ce que les changements de notre système énergétique peuvent contribuer à la reprise économique? Eh bien, vous voyez l'évaluation d'impact dont j'ai parlé au préalable, à savoir pour parvenir à nos objectifs à l'horizon 2030. Et ce qui est intéressant ici de voir, c'est que vous avez les différents scénarios actuels à l'horizon 2030 et 2050. Et le message important ici, c'est que les principaux changements dans le système énergétique visent à abandonner les énergies fossiles, le gaz et le pétrole, en augmentant la part des énergies renouvelables, les biocarburants. Donc, quels que soient les scénarios que nous prenions pour parvenir à ces objectifs, si nous mélangeons différentes options, quelle que soit l'option que nous choisissons, eh bien, vous voyez en fait les différents scénarios. À l'horizon 2030, eh bien, vous voyez qu'il y aura une part accrue des énergies vertes dans le système énergétique, et à l'horizon 2050, eh bien, nous aurons 60% des biocarburants et des énergies propres qui ont un niveau relativement stable également d'énergie nucléaire dans le système, avec une réduction donc du pétrole et du gaz. Il est intéressant vraiment de voir que quels que soient les instruments que nous utilisions pour parvenir à nos objectifs, il faut que cette transition se fasse dans notre secteur énergétique. La question qui se pose ici, c'est la corrélation avec la reprise et comment y parvenir au mieux. Donc, sur le transparent suivant, bien entendu, la transition des systèmes énergétiques avec une part plus importante d'énergie renouvelable et de biodéjati nécessite des investissements importants. Et c'est ce que vous voyez ici sur la droite de ce transparent, qui vous donne une notion du volume des investissements nécessaires. En particulier, vous voyez également des investissements nécessaires, supplémentaires, qui sont nécessaires dans le secteur des transports, car il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur, ainsi que des investissements importants dans les réseaux, donc dans le secteur de l'énergie, mais également dans les centrales,
dans les chaudières, dans les nouveaux carburants. Et le domaine résidentiel est également important car c'est notre contribution à l'efficacité énergétique. Vous savez qu'une part très importante de notre consommation d'énergie est concentrée au bâtiment. 40%, c'est 35% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour parvenir à nos objectifs, eh bien, il va falloir également être plus efficace dans notre consommation énergétique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé notre nouvelle stratégie ici il y a quelques semaines, à savoir nous souhaitons doubler en fait le nombre de bâtiments modernisés pour parvenir à ces économies d'énergie dans le secteur des bâtiments. Et pour parvenir à nos objectifs à l'horizon 2030, nous avons bien entendu les plans énergie-climat des différents pays qui ont été adoptés dans les différents pays au début de l'année. Et nous les avons évalués. Le message clé que je souhaiterais transférer sur ces plans de l'énergie et du climat, c'est qu'ils représentent une base très forte, pas uniquement pour parvenir à nos objectifs à l'horizon 2030, mais également pour nos ambitions revues à l'horizon 2050. L'objectif est d'avoir une énergie plus propre et plus verte, et l'objectif est également d'avoir également une bonne base pour les plans de reprise, tant au niveau national que européen, avec le pacte vert européen. L'objectif est de faire en sorte que davantage d'investissements soient réalisés dans les domaines où ils sont nécessaires pour la réalisation de ce pacte vert européen, car c'est également les domaines qui nous permettront également de créer des emplois. Donc, les plans nationaux climat-énergie sont très importants. Ils devraient aider également les pays à devenir davantage résilients. Lorsqu'il s'agit des investissements dans le secteur de l'énergie et des transports dont j'ai déjà parlé, il est important de savoir que 37% de la facilité de reprise et de résilience y seront dédiés. Cela représente 240 millions d'euros qui seront mis à disposition. La majorité des investissements dans l'énergie sont inclus dans notre objectif de réduction des gaz à effet de serre et ils seront pris en compte dans ces objectifs. Et il y a un besoin considérable d'investissement dans ces différents secteurs, comme je l'ai déjà mentionné. C'est la raison pour laquelle il est clair qu'ici, cette facilité de reprise et de résilience également seront une base très utile pour stimuler ces investissements dans les différents États membres. Ce que nous avons fait également, c'est que nous avons cherché également quels étaient les domaines que nous devrions mettre en avant pour verdir l'économie, bien entendu, mais également de chercher des secteurs dans lesquels nous avons des potentiels d'emploi. Et le secteur de l'énergie est un des secteurs dans lesquels, bien entendu, il y a la possibilité de créer de nombreux emplois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons deux projets phares. L'un, PowerUp, qui va soutenir une augmentation notable, 40% donc de la production d'énergie verte, mais également des capacités d'électrification et pour l'hydrogène vert pour aider à produire de l'hydrogène vert. Nous l'espérons à l'horizon déjà de 2025. Donc, ce projet PowerUp est lié, bien entendu, à la production d'électricité, mais également donc à la production d'hydrogène vert. Le deuxième projet vert dans le cadre de Next Generation EU, c'est que le secteur de l'énergie est un secteur qui touche également à la rénovation. Donc, il s'agit de la rénovation des bâtiments, cette fameuse vague de rénovation des bâtiments dont j'ai déjà parlé au préalable. L'objectif est de doubler le nombre de rénovations de bâtiments à l'horizon 2025. Cela permettra d'augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments et de réduire l'utilisation d'énergie, mais également des gaz à effet de serre produits par les bâtiments. Donc, ce sont les deux projets phares dans le secteur de l'énergie qui vont contribuer de manière notable tant à la transition verte, mais également à la reprise économique, à la croissance et à la création d'emplois dans les années à venir. Ce que je veux également mentionner dans le cadre des rénovations, c'est que c'est les secteurs qui créent le plus d'emplois et les agences nationales de l'énergie, qui auront certainement l'occasion d'intervenir, l'ont déjà mentionné d'ailleurs au début de la crise.
il y a une analyse qui a été réalisée donc par ces agences concernant la reprise vert et celles-ci ont identifié le secteur de la rénovation des bâtiments comme en étant un facteur clé de la création d'emplois, mais également l'un des secteurs dans lesquels nous pourrions obtenir une quantité importante d'économies d'énergie et de réduction des gaz à effet de serre. Et donc, c'est très important également d'avoir des secteurs dans lesquels nous pourrions créer davantage d'emplois. L'autre thématique concernant l'impact sur la compétitivité, comment garantir que nous puissions rester concurrentiels à l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Comme je l'ai déjà mentionné au préalable, le pacte vert européen est également un pacte stratégique pour la croissance et l'emploi. Et nous avons besoin de garantir que cette transition vert et que notre croissance et que notre compétitivité se fassent en synergie. L'une des contributions les plus importantes dans ce contexte sont les technologies vertes dans lesquelles nous sommes déjà très compétitifs. Donc, dans ce domaine de la technique de l'énergie propre, nous avons ici un rôle clé à jouer. Ce que nous voyons dans notre stratégie dans l'intégration des systèmes énergétiques et notamment de l'hydrogène, et dans les stratégies que nous avons planifiées pour le courant de l'année, c'est que nous devrions avoir la capacité de développer de nouveaux marchés basés sur les nouveaux systèmes énergétiques intégrés de l'avenir. L'Union européenne est très bien placée ici pour jouer un rôle de précurseur vu notre position actuelle et vu l'avantage que nous avons à anticiper dans ces différents secteurs. Certains des secteurs dans lesquels nous sommes particulièrement concurrentiels et nous pourrions développer une forte présence sur les marchés internationaux, ce sont les outils numériques, les véhicules électriques ou d'autres équipements également. J'ai déjà parlé de l'hydrogène, de l'électrification également. Et il y a également des demandes de la part des équipements également. Il y a de très nombreuses technologies dans lesquelles la France et l'Allemagne sont leaders. Et dans le secteur des centrales également. Concernant le rapport sur l'Union de l'énergie que nous avons publié il y a 15 jours, nous avons également publié un rapport sur la compétitivité, également sur la recherche et l'innovation dans le secteur des technologies. Et ce que nous avons conclu, c'est que le secteur des technologies propres sont nettement plus performants que les secteurs traditionnels et ont un potentiel considérable de création de valeur. Ce qu'il faut que nous voyions au niveau européen, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons développer la coopération et les investissements communs. Il faut également que nous voyions quelles sont les applications industrielles. Il faut qu'il y ait des alliances qui se fassent. Il est important de développer également les projets d'intérêt commun européens. Et il faut, bien entendu, comme j'ai déjà mentionné, investir dans le secteur de l'énergie. Il y a deux secteurs que je souhaiterais citer pour la reprise. D'une part, c'est l'industrie de l'éolien en mer qui a une forte capacité d'innovation. Nous avons vu ici également que les coûts ont considérablement diminué ces dernières années. Nous avons vu également une amélioration considérable des performances. À l'heure actuelle, l'Union européenne, pris dans son ensemble, est leader mondial. 93% des capacités des installations produites l'année dernière ont été produites en local entre Siemens et Vestas, pour n'en citer que quelques-uns d'entre autres. Et nous voyons également qu'il y a des technologies également émergentes, notamment l'éolien en mer flottant également. Il y a de nombreux projets en cours de planification. Et il y aura également un nombre notable de mégawatts à l'horizon 2024 qui seront produits par ces installations. Nous avons également un système d'innovation et de chaînes d'approvisionnement qui ont été mis en place avec des technologies qui ont déjà fait la preuve, mais également de nouvelles technologies, ce qui nous permettrait de développer également une position concurrentielle forte ici. Ce qu'il faut que nous fassions, toutefois, eh bien, de développer les investissements, d'augmenter le volume de ces investissements pour pouvoir développer les différentes installations. Et nous allons présenter une stratégie pour l'éolien en mer avec cet objectif, à savoir de créer un cadre européen, tant un cadre régulatoire, mais également un cadre de financement pour permettre de développer davantage le secteur des énergies renouvelables et éolien en mer. Et le deuxième exemple que je souhaitais mentionner, c'est l'hydrogène, je l'ai déjà mentionné. L'hydrogène renouvelable
En Europe, il y a des capacités de production importantes pour transformer cet hydrogène en électricité. Et vous savez qu'en France et en Allemagne, vous avez des entreprises qui ont énormément de succès dans le domaine des piles à combustion. Vous avez toute une infrastructure qui est déjà en place et vous avez un potentiel considérable de production également pour créer ou produire de l'hydrogène à bon prix également. Et donc, il y a également l'objectif d'inclure un certain nombre de ces projets dans l'Alliance pour l'hydrogène européenne, mais également dans le cadre des projets d'intérêt commun européen. Il faut développer les capacités de développement des différentes installations et il faut qu'à l'horizon 2030, nous augmentions les capacités de transformation de l'hydrogène en électricité. Il y a de nombreux projets déjà lancés. Transparence suivant. C'est la transition juste. C'était une partie importante, bien entendu, du pacte vert européen. L'objectif est de garantir que toutes les régions de l'Europe, tous les pays européens bénéficient de ce potentiel de croissance et profitent au mieux de cette transition verte dans la perspective également donc de cette relance. Il est important de garantir également que les foyers à bas revenus bénéficient, bien entendu, et ne souffrent pas de cette transition verte. Ce que nous voyons en règle générale, tant au niveau européen qu'au niveau mondial, c'est que ces foyers à bas revenus dépensent une part importante de leurs revenus pour l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire en sorte d'atténuer les répercussions pour ces foyers. Et beaucoup de ces personnes également risquent de sauver là. C'est la raison pour laquelle nous devons garantir au niveau européen que nous penchions sur les conséquences socio-économiques de cette transition et que cette transition soit juste. Et la sortie du charbon, du lignite et également, notamment en Allemagne et en Pologne, il y a déjà un plan très important qui a été mis en place en Allemagne et c'est la raison pour laquelle ces différents plans devraient être accompagnés, bien entendu, de cet aspect d'équité également et de faire en sorte que la population ne souffre pas de ces répercussions. En France et en Allemagne également, il y a eu donc l'abandon de la lignite dans plusieurs régions françaises. Il y a également des plans similaires également qui ont été réalisés en Allemagne, ce qui nous a permis également, après la réalisation de ces différents plans, de pouvoir en tirer des leçons pour les autres régions européennes. L'objectif est également de construire des passerelles entre les anciens bassins miniers pour qu'il y ait un échange également d'expériences entre la France, l'Allemagne, la République tchèque et la Pologne. Nous allons soutenir, bien entendu, les anciennes régions minières avec le fonds de soutien européen pour atténuer les impacts de cette transition. Et lorsque vous voyez sur la carte également, c'est un projet qui est pertinent pour de très nombreuses régions européennes. En Allemagne, il s'agissait donc de se concentrer sur les régions d'anciennement d'exploitation de la lignite et en France, c'est les régions avec un fort héritage industriel, comme vous le voyez donc sur la carte. Et cette transition juste et l'impact de cette transition juste sur les citoyennes européennes et sur les consommateurs d'énergie européens, eh bien, un élément clé, c'est la pauvreté énergétique. Il y a 44 millions d'Européens qui ne sont pas en mesure de chauffer leur logement et c'est la raison pour laquelle c'est un thème sur lequel nous devons nous pencher. Et cela peut être inclus, bien entendu, dans notre vague de rénovation des bâtiments, car si nous avons des bâtiments qui sont rénovés, cela réduit la consommation d'énergie et réduit la pauvreté énergétique. Et la Commission européenne va présenter également un projet pour fixer les priorités de lutte contre cette pauvreté énergétique, afin de trouver des solutions pour les revenus à bas revenus. J'en suis à la fin de mes transparents et pour conclure, je souhaiterais mentionner que nous nous trouvons dans un contexte économique difficile à l'heure actuelle. Vu l'omniprésence de ce coronavirus dans la société européenne et les différentes mesures qui ont été prises par les différents pays européens dans ce contexte, il est donc particulièrement important que cette transition verte soit un facteur de croissance et de reprise. Il est important, bien entendu, que nous restions compétitifs, que nous créions des emplois en Europe. Il est important de ne pas perdre de vue
les répercussions sociales, il est important de développer les projets d'énergie propre et d'investir davantage dans l'efficacité énergétique. Donc, c'était une tentative, et j'espère que ça a été clair, que ce sont les domaines dans lesquels nous estimons que nous souhaiterions qu'il y ait une forte coopération entre la France et l'Allemagne, et nous pensons qu'il y a vraiment une excellente base dont nous disposons à l'heure actuelle. Il est important que nous échangeons les expériences. Ça nous permettra, avec l'expérience que chacun a fait, de faire profiter le reste de l'Europe, par exemple, dans le cadre du triangle de Weimar ou dans les autres structures de coopération au niveau européen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Jørgensen, par cette introduction impressionnante. Vous avez posé un certain nombre de questions et j'aurais une question à vous poser, à savoir un relèvement des objectifs de la réduction des émissions de CO2 pour l'Union européenne à l'horizon 2050. Quelles seraient ces répercussions donc sur le secteur des énergies renouvelables? Est-ce que vous pourriez nous répondre brièvement? Eh bien, dans l'étude d'évaluation d'impact que nous avons réalisée, il est clair qu'afin de parvenir à cette réduction donc, de 35% des gaz à effet de serre à l'horizon 2050, il est bien important d'augmenter la part des énergies renouvelables dans les bouquets énergétiques. Et dans les plans nationaux énergie-climat, il y a des plans très ambitieux qui ont déjà mis en place, à savoir que de nombreux pays sont en mesure de réaliser des objectifs actuels, mais qu'il va falloir avoir un niveau supérieur d'énergie renouvelable dans notre bouquet énergétique pour parvenir à la réalisation de ces objectifs. Et nous tentons le faire avec notre stratégie pour le développement de l'énergie en mer également, avec les différents réseaux que nous avons en place. L'objectif est d'avoir le meilleur cadre réglementaire pour développer le marché de l'électricité européen davantage afin de pouvoir soutenir les investissements dans les infrastructures qui non nécessaires. Donc, bien entendu, une augmentation de la part des énergies renouvelables et une électrification des systèmes énergétiques de l'Europe sont une priorité. Merci beaucoup, Madame Jørgensen, et nous vous saluons chaleureusement. Nous restons dans le thème de la protection du climat et nous passons à l'intervention. Elle est directrice du développement durable, des technologies et perspectives. Auparavant, elle travaillait pour la Commission européenne en tant que cadre, notamment l'Energy Roadmap 2050. J'espère que vous m'entendez. Madame Wörsdorfer, si vous m'entendez, donc on vous entendra. Il s'agit donc de la réduction des émissions, de la lutte contre le changement climatique et le maintien de la compétitivité. Vous avez la parole, Madame Wörsdorfer. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un sujet passionnant. J'ai écouté, suivi vos propos ce matin. Il est vrai que l'AIE a publié les perspectives énergétiques mondiales, le World Energy Outlook, qui est notre rapport phare. Nous l'avons donc publié il y a 3 semaines. Nous avons donc pu le présenter avec M. Feicht, avec le ministère de l'économie allemand. Une partie de mes transparents d'aujourd'hui se base donc sur ce World Energy Outlook. Mais ce sont notamment des études de technologie et d'innovation en matière d'industrie que nous réalisons. J'aurai l'occasion d'y revenir. Permettez-moi de commencer par le premier transparent. Tout d'abord, quid de la situation de la COVID-19 dans le secteur de l'énergie. Partout en Europe, à Paris, en Allemagne, partout, nous sommes reconfinés. Nous avons analysé l'impact sur la demande d'énergie. Vous le voyez sur ce graphique. C'est en fait le plus grand choc depuis 70 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La demande d'énergie globale chute de 6% en 2020, très probablement. C'est donc un choc énorme qui a un gros impact sur le secteur de l'énergie. Prochain transparent.
La chute historique concerne surtout le pétrole, le gaz et le charbon. Il y a donc un impact sur les émissions de CO2. Le secteur des transports est, pour ainsi dire, immobilisé et les prix du pétrole sont extrêmement volatiles cette année, viennent de rebaisser, avec bien sûr un impact sur les émissions de CO2. Jusqu'à la fin de l'année, nous tablons sur un recul d'environ 7%. Ce sont 2,4 gigatonnes pour 2020. C'est évidemment une baisse temporaire. Nous l'avons vu, après la crise financière en 2008-2009, il y avait une légère baisse des émissions de CO2 et en 2010, il y a eu un rebond et les émissions se sont multipliées par 4. C'est ce qu'il faut éviter. Et c'est d'ailleurs l'objectif de ma contribution, et d'ailleurs d'autres l'ont dit. Nous entrons dans la phase des programmes de relance et de croissance que l'Allemagne, la France, l'UE et d'autres lancent. C'est une opportunité pour les énergies, les technologies vertes. Un verdissement qui s'impose justement pour éviter qu'un tel rebond des émissions de CO2 ne se produise. Nous l'avons entendu, les investissements sont essentiels. Pour 2020, nous tablons dans l'ensemble sur un certain pourcentage. Il y a eu une coupure dans le son, malheureusement. L'interprète n'a pas entendu le chiffre. Nous voyons que les énergies propres et les investissements en énergie propre s'en sortent mieux par rapport à l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Cette baisse est moins importante que sur les sources d'énergie traditionnelles. Or, nous savons que pour nous engager dans la trajectoire du zéro net à l'horizon 2050, l'accord de Paris, il faudra aller beaucoup plus loin, investir beaucoup plus lourdement en énergie propre. Voilà pourquoi cette légère baisse en 2019 est en fait une mauvaise nouvelle. Si nous ne changeons pas la donne grâce au plan de relance. Prochain transparent. Nous avons analysé les plans de relance. Que pouvons-nous obtenir? Comment faire pour que les objectifs climatiques, l'Union européenne avec le pacte vert, la Chine avec l'annonce du zéro net pour 2060, le Japon, la Corée du Sud, zéro net à l'horizon 2050, nous travaillons avec ces différents gouvernements. Or, pendant la crise actuelle, il nous faut évidemment créer des objectifs climatiques tout en maintenant la compétitivité et l'emploi. Tous les gouvernements sont aux prises avec le virus, la situation sanitaire. Voilà pourquoi l'emploi, les postes de travail constituent une priorité de l'action politique. Nous avons calculé que 40 millions de salariés travaillent directement dans le secteur de l'énergie. Alors comment faire en sorte que les emplois soient maintenus, voire que de nouveaux emplois soient créés, que l'économie soit relancée et tout en respectant les objectifs climatiques. Ce plan de relance durable que nous recommandons au gouvernement peut permettre d'y parvenir. L'important, c'est d'agir maintenant sur les 3 prochaines années. Et ces investissements doivent viser notamment les mesures propres. Pardon. Ces 40 millions de salariés qui, en 2019, travaillaient directement dans le secteur de l'énergie, ce qui comprend les biocarburants, les énergies fossiles, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Comment donc maintenir ces emplois? Nous avons vu tout d'abord ce qui s'est passé en 2020.
fort de notre analyse, nous tablons sur ce que 3 millions de ces emplois sont perdus en raison de la crise de la Covid et que 3 millions d'emplois supplémentaires dans des secteurs connexes tels que l'industrie, la construction automobile, etc. seront perdus. Le plan de relance durable, ou tous les plans de relance qui sont lancés par l'Allemagne, l'Union européenne, la France, doivent renforcer les projets existants pour maintenir l'emploi et créer de nouveaux projets, et ce, à très court terme. Nous voyons une opportunité ces 3 prochaines années pour, somme toute, 9 millions d'emplois qui pourraient être créés. Dans quel domaine de l'énergie? Nous voyons surtout des opportunités dans l'amélioration de l'efficience énergétique en ce qui concerne le bâtiment, des mesures donc d'isolation thermique, ce qui demande beaucoup d'emplois. 37% donc de ces emplois créés seraient dans le domaine, du bâtiment, 25% dans le secteur de l'électricité, ce qui comprend les réseaux et bien sûr les énergies renouvelables, et le reste, l'industrie manufacturière, l'industrie, les transports. Nous avons fait une analyse détaillée de ce potentiel de création d'emplois et c'est une recommandation adressée aux membres de l'AIE. Nous étions en contact direct avec l'Allemagne et la France et le programme Prochaine Génération de l'Union européenne qui vise aussi à créer des emplois dans des filières propres. J'en reviens aux émissions de CO2 qui ont baissé en 2020. En 2019, une augmentation des émissions de CO2 a été enregistrée dans le monde entier. L'Union européenne, grâce au pacte vert, mais pas seulement, est ambitieuse en ce qui concerne l'avenir. L'Union européenne, avec l'Allemagne, la France et les autres États membres, a déjà beaucoup réalisé. L'Union européenne est le numéro 1 mondial dans la réduction des émissions de CO2. Nous le voyons donc ici, en 2019, donc avant la crise de la Covid, les émissions dans l'Union européenne ont déjà reculé d'environ 5%, 8% pour l'Allemagne, la France un peu moins. Et l'un des moteurs, bien sûr, c'était le secteur de l'électricité. Cette baisse concerne surtout donc l'électricité, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et le nucléaire, tout comme le passage du charbon au gaz. Pour 2020, nous tablons sur un recul supplémentaire temporaire et l'objectif sera pour l'avenir que 2019 devrait marquer le début du recul de ces émissions afin que nous puissions respecter les accords de Paris avec un zéro net pour 2050. Ce qui comprend bien sûr beaucoup d'opportunités, mais aussi un défi de taille. Ici, nous voyons que si nous souhaitons atteindre nos objectifs climatiques, la IE, dans son World Energy Outlook, a dépeint un scénario compatible avec les accords de Paris. À l'horizon 2070, donc, réalisation du net zéro. Et nous avons aussi mis au point un scénario net zéro pour 2050 pour la première fois. Donc, cela permettrait d'atteindre dès 2050 la décarbonation. Quels sont donc les secteurs de l'énergie qui contribuent à ce scénario? Nous le savons, c'est le secteur de l'électricité qui souvent constitue le point de départ. Ce sont 40% des émissions de CO2 énergétiques qui émanent de ce secteur. L'Europe, l'Union européenne et les États membres, dont l'Allemagne, sont en train de sortir du charbon, réduisent
le charbon, et dans le monde entier, c'est surtout en Asie que l'on trouve des centrales à charbon qui en moyenne ont 12 ans d'âge. Donc il faut intervenir davantage dans ce secteur de l'électricité. Les voitures électriques, évidemment, constituent un succès. L'électrification de notre parc automobile contribuera à réduire les émissions, mais tout ceci ne suffit pas pour atteindre le zéro net. Ici, j'en reviens à l'importance du secteur des transports, et notamment transports à distance, donc les avions, les navires, les camions, pas seulement les voitures particulières. Ce n'est qu'une partie de la mobilité électrique, c'est aussi surtout le transport par camion et aussi l'industrie dans son ensemble, et notamment l'industrie lourde. 55% des transports, de l'industrie et des bâtiments constituent aujourd'hui les émissions de CO2, et c'est donc là le cœur de notre défi. J'évoque l'industrie. 70% des émissions directes de CO2 viennent de 3 secteurs: la chimie, la sidérurgie et le ciment. L'industrie lourde a des besoins particuliers qui sont très souvent encore couverts par les carburants fossiles, à savoir la température, la chaleur, pour donc la sidérurgie, les produits chimiques, le ciment qui doivent être produits. Ce sont les matières premières pour, par exemple, les matières plastiques et beaucoup d'autres produits. Et c'est donc un produit de réduction chimique. Ce sont donc 70% des émissions de CO2 directes qui émanent de ces 3 secteurs. Voilà pourquoi il faudra là aussi trouver des trajectoires pour baisser ces émissions. Alors, que pouvons-nous faire? Les défis sont lancés, l'acier est commercialisé dans le monde entier. Donc là aussi, il faut veiller à la compétitivité puisque c'est un produit qui est commercialisé dans le monde entier. Le ciment est plutôt local, mais c'est une industrie en essor puisque le ciment est utilisé bien sûr dans le bâtiment et les produits chimiques. Quelles sont les possibilités permettant d'abaisser les émissions de CO2 dans ces secteurs où une telle réduction est compliquée? Je citerai 2-3 aspects. Pour faire reculer les émissions dans le domaine de l'industrie, c'est surtout l'efficacité de l'énergie, mais aussi des matériaux qui constituent une déterminante importante. L'industrie a déjà beaucoup fait ces dernières années. Vous voyez ici une comparaison pour l'Europe. Le secteur industriel, avec des mesures d'efficacité énergétique depuis 2000 et sans ces mesures d'efficacité. Si en Europe, la directive sur l'efficacité énergétique, la directive aussi sur les performances des bâtiments, sur les produits, l'éco-conception et autres mesures qui s'appliquent à l'industrie pour l'Allemagne, la France, l'Union européenne, qui ont été mises en œuvre dans les pays, eh bien, sans cette efficacité énergétique, les émissions de CO2 auraient compris 255 mégatonnes de plus. C'est déjà un succès. Il faut absolument pérenniser cette démarche. Prochain transparent, s'il vous plaît, qui illustre ce propos. L'Allemagne et la France qui ont transposé les directives européennes. Ce sont donc des politiques communautaires contraignantes eu égard aux énergies renouvelables, adoptées par l'Union européenne de concert avec les États membres sur les labels, le marquage, etc. Et tout ceci a été un franc succès. Donc la part de consommation d'énergie finale
a donc permis de vraiment améliorer la donne. Et c'est là un succès qui permet de réduire les émissions. À côté de l'efficacité énergie et matériaux, il convient de tenir compte des technologies et surtout de l'innovation. Nous avons réalisé une étude détaillée qui analyse les possibilités pour la décarbonation de l'industrie et aussi pour les transports. Ici, j'évoque l'industrie. Ce sont des technologies qui ont été citées. L'hydrogène joue un rôle clé. Ensuite, la capture et le stockage de CO2, les batteries. Autant donc de mesures qui font leurs effets, mais qui en sont à des stades de maturité différents pour atteindre le zéro net. Beaucoup de ces technologies qui ne sont pas encore disponibles sur le marché devront atteindre la maturité. L'hydrogène dans le domaine de la sidérurgie, par exemple, en fait partie, tout comme le CCS, ou encore d'autres mesures, d'autres technologies qui s'imposent pour atteindre le zéro net. C'est à peu près la moitié, en fait, la moitié de ces technologies qui ne sont pas encore matures aujourd'hui par rapport à un zéro net pour 2050. Il faut donc créer un marché, c'est l'objectif. L'hydrogène, par exemple, les batteries lancées par l'Allemagne, la France et l'UE. En ce qui concerne le rapport hydrogène, nous avons une équipe qui s'intéresse à cela aussi. Je crois que c'est la technologie qui a le vent en poupe en ce moment en Allemagne, mais aussi au Japon, au Canada, en Australie. Des stratégies hydrogène sont élaborées. Et nous proposons d'ailleurs une plateforme des meilleures pratiques pour que ces technologies deviennent abordables, notamment l'hydrogène vert. Prochain transparent. Pour en revenir à l'industrie, nous voyons une chance unique maintenant dans les plans de relance et de croissance pour intégrer l'industrie lourde, pour faire avancer l'innovation dans ce secteur, notamment pour les infrastructures, pour les industries où il y a des infrastructures. Comme dans l'énergie, vous avez des cycles d'investissement dans les usines, par exemple, chimiques, de ciment, etc., qui ont une durée de vie de 25 à 30 ans. Donc, il y a un nouveau cycle d'investissement tous les 25 ans. Le prochain cycle, point. Et avec ce prochain cycle d'investissement, nous avons une opportunité pour faire avancer les technologies durables comme l'hydrogène ou le CCS, et ce, à grande échelle sur le marché. Cela permettrait de réduire les émissions de CO2 à l'horizon, donc soit 2070 ou 2050, qui permettrait d'accélérer, encore une fois, cette démarche. Et pour les prochains cycles d'investissement, on pourrait intégrer cette déterminante afin que ces investissements soient suffisamment élevés pour qu'on puisse y avoir recours le plus rapidement possible, au plus tard à partir de 2030, afin d'atteindre le zéro net pour 2050. À côté donc des transports, vous avez aussi le bâtiment, vous avez plusieurs secteurs dans lesquels la décarbonation s'impose pour atteindre le zéro net à l'horizon 2050. J'en arrive à la fin avec mon dernier transparent qui présente mes conclusions. Nous avons vu que 2020, l'impact de la Covid-19 sur le secteur de l'énergie a été majeur et se fera sentir, pas seulement cette année, mais ces prochaines années également. Dans le World Energy Outlook, nous avons prévu un scénario de rebond à côté donc du scénario de
zéro net à l'horizon 2050. Et donc en avril, mai, juin, c'est un scénario que nous avons dessiné maintenant avec le reconfinement. Ce scénario est devenu plus probable. Donc nous avons un scénario de rebond tardif et jusqu'à ce que la demande d'énergie retrouve le niveau de l'année dernière, cela prendra encore quelques années si la situation épidémiologique continue comme maintenant. Or, l'efficacité énergétique, mais la décarbonation de l'industrie et des bâtiments également constitue donc une partie intégrante des plans de relance tels que le Fonds de l'Allemagne et la France et l'UE aussi. Cela fait que les budgets sont disponibles et cela constitue une opportunité pour investir de façon ciblée afin d'atteindre les objectifs climatiques. L'Allemagne et la France sont des leaders dans le monde en matière d'énergie propre, hydrogène, efficacité énergétique, avec d'autres. Et nous, au sein de l'AIE, continuerons d'analyser la donne, de faire des recommandations aux élus. Et nous souhaitons donc pérenniser ce dialogue tout en suivant la situation et son évolution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Wörsterfer, pour cet exposé très intéressant. J'aurais une question à vous poser, si vous le permettez, au niveau des nouveaux objectifs climatiques de l'Union européenne qui sont très ambitieux, nous le savons, mais en même temps, on souhaite implanter de nouveaux secteurs industriels. Est-ce que vous ne prévoyez pas qu'il puisse y avoir des fuites carbone, notamment dans le domaine de la sidérurgie ? Oui, effectivement, il y a un danger. Je le disais, la sidérurgie est internationale. L'objectif de l'Union européenne doit être, avec d'autres pays, je sais que la Chine, les États-Unis, nous verrons, des pourparlers se tiennent afin d'arriver à un terrain de jeu équitable et équilibré. L'UE a mis en place l'ETS qui fonctionne et nous savons que la Chine souhaite également mettre en place un système de quotas pour le CO2. Donc, s'il y avait des conditions équitables, ces mesures pourraient s'étendre au monde entier. Dans le cas contraire, il y a des réflexions au sein de l'Union européenne également de prévoir un système d'ajustement donc aux frontières, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mais si on pouvait cibler, par exemple, le secteur de la sidérurgie, cela pourrait promouvoir la compétitivité et l'objectif doit être évidemment de maintenir la compétitivité de l'industrie, ces industries qui sont fortes notamment en Europe également. Merci beaucoup, Madame Wörsterfer. Merci beaucoup pour vos propos. Et je voudrais d'ailleurs saluer tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Je souligne que tous les transparents seront bien entendu publiés dans une semaine sur le site de l'OFET. Nous venons à un autre élément central de la transition énergétique en Europe, à savoir les réseaux. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Vera Brenzel, qui est directrice associée aux affaires publiques et services de communication. Auparavant, elle avait travaillé pour E.ON. J'espère que vous m'entendez, Madame Brenzel. Jusqu'ici, on n'a pas eu véritablement de problème. Vous avez la parole, Madame Brenzel. Vous pouvez commencer. On ne vous entend pas, Madame Brenzel. Peut-être qu'il faudra allumer le microphone. Nous n'entendons pas, Madame Brenzel. J'aurais pas dû dire que tout marche bien. Maintenant, je vous entends. Vous avez la parole, Madame Brenzel. Merci beaucoup. Merci et bonjour. Je regrette beaucoup de ne pas être à Berlin. Je suis à Bruxelles. Le soleil brille. Je suis très heureuse de pouvoir parler aujourd'hui des réseaux. J'aimerais parler également, si vous permettez,
de l'évolution du système énergétique européen, si vous permettez. Je pense que nous devons toujours et partout répéter ce que veut dire le pacte vert pour nous. Et quand on pense au pacte vert, on pense bien sûr au programme d'infrastructure de Roosevelt, le New Deal pour lutter contre la dépression économique à l'époque. Et je pense que de nouveau, nous avons ici un grand projet devant nous. On pourrait le comparer à un projet d'envoyer un homme sur la Lune. Nous devons justement lutter pour l'intégration, la croissance, l'investissement et la redistribution en Europe. Et ce paquet d'énergie verte, Clean Energy Package, était déjà une bonne condition, un bon fondement, avec un grand nombre d'éléments, mais maintenant, tout changera. Nous devons changer également les bases juridiques de notre action ici en Europe. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous en Europe. Il importe aussi de comprendre que l'économie est là pour les êtres humains et non pas les êtres humains pour le bien de l'économie. Alors, comment est-ce que nous pouvons mettre les choses en œuvre? C'est la question que l'on se pose. Et dans le contexte de la crise Covid-19, je vous remercie d'avoir abordé ce sujet dans le contexte de votre conférence. La reconstruction, la transition énergétique est en même temps un grand programme d'investissement et bien sûr la crise sanitaire constitue un frein à ce programme. Ce qui vient d'être de dire ma collègue Mechtilt, c'est en fait d'investir et en même temps créer de nouveaux emplois. Et il faudra regarder un peu au-delà des horizons que nous connaissions jusqu'ici. Si l'on regarde l'Amérique, vous voyez que les démocrates, l'aile verte, a repris également ce sujet et voudrait complètement revoir de fond en comble l'économie, créer par exemple un réseau de trains à grande vitesse, des programmes d'éducation qui nécessite un réseau également. Donc ce n'est pas un sujet qui a été créé ici en Europe, c'est un sujet aussi qui a des effets dans d'autres pays et sur d'autres continents. Prochain. Transparence, s'il vous plaît. Quelles sont les cibles à long terme et quelle est la conception du marché à long terme? Alors, il s'agira de suivre l'économie, de soutenir l'économie avec un programme conjoncturel qui doit être mis en œuvre de façon ciblée, avec des mesures concrètes dont nous avons besoin actuellement déjà. Nous sommes dans une situation où il reste encore beaucoup à faire, où il reste encore beaucoup d'outils à développer. Et il ne faudra pas attendre encore plus longtemps parce que la situation du marché est assez instable, il y a beaucoup d'insécurité. Il s'agirait également d'éviter des fuites de carbone et de maintenir la compétitivité de notre marché. Comment est-ce qu'on peut éviter les fuites? Est-ce que c'est possible grâce à une taxe, un impôt CO2 aux frontières? À mon avis, il faudra discuter de façon différenciée et active parce qu'il y a beaucoup d'avantages et de désavantages des deux côtés. Le pacte vert doit aussi être accepté dans la société et notamment dans mon domaine de compétences, également management environnemental, nous devons convaincre les citoyennes et les citoyens. Il faut les convaincre qu'ils ont besoin, par exemple, d'accepter des lignes à haute tension dans leur jardin, dans le paysage, et il faudrait y trouver un équilibre entre les intérêts de la société et l'intérêt particulier. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour nous en tant que
gestionnaires des réseaux de transport. Nous ne devons pas arriver à une société exclusivement électrique, mais nous avons besoin de plus d'électricité dans notre vie de tous les jours. Et cela veut dire que nous voulons renforcer les réseaux encore, rapprocher les énergies non renouvelables aux endroits où nous avons besoin d'énergie. J'en parlerai plus tard dans ma présentation. Donc il est important dans notre travail de nous coordonner au niveau européen parce que le marché unique énergétique, on l'a un peu perdu de vue. Donc il faudra continuer sur cette voie, mais aussi penser aux instruments comme l'échange de quotas, CO2, penser à une standardisation de la planification, de la technologie, une base réglementaire commune parce qu'il s'agit là d'un grand volume d'investissement et si chacun fait ce qu'il ou elle veut faire, cela nous crée des problèmes. Le couplage sectoriel, c'est un peu passé de mode aussi, mais il s'agit toujours de combiner certains secteurs, de lier certains secteurs. Et c'est un travail de coordination qui semble être impossible à mener à bien actuellement. Parce que quelle est l'infrastructure qui pourrait réduire les coûts des systèmes ? Si c'est en fait le système d'électricité, si ce sont les pôles industriels qui décident, il faut tous les réunir. Il faudra savoir ensemble quels sont les moyens les plus efficaces qui génèrent le moins de coûts pour arriver à nos objectifs et pour créer un système futur. Et ce système futur ne concerne non seulement les réseaux, mais aussi, bien sûr, les réseaux de gaz. Les réseaux qui seront peut-être utilisés aussi pour le transport d'hydrogène, les transports de chaleur, de transport, de mobilité, etc. Tout doit être combiné parce que tout ce que nous planifions actuellement veut dire que nous avons besoin de plus de flexibilité et le réseau d'électricité ne peut pas nous offrir cette flexibilité à lui seul. Donc il nous faut une planification intégrée. Les réseaux ne peuvent pas le faire, mais la politique ne peut pas le faire non plus à lui seul. Alors, il faudra renforcer encore les réseaux de transmission avec un système de noyaux et de plusieurs rayons, des interconnecteurs hybrides, des parcs éoliens hybrides. Et c'est quelque chose qui dépasse ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous devons également adapter les réglementations pour la technologie et pour les renouvelables. De l'énergie onshore, c'est ce qui crée actuellement des goulots d'étranglement et c'est surtout un problème d'acceptation. Beaucoup de lignes sont en retard, nous le voyons aux Pays-Bas, mais aussi en Allemagne. Et il s'agit là de combiner l'innovation et la technologie dans la planification déjà. Transparent suivant. Alors, c'est seulement ma deuxième journée que je travaille chez TenneT. Je ne peux pas vous en parler dans tous les détails, mais TenneT est certainement le plus grand et en même temps le seul gestionnaire de réseaux de transport transfrontalier. Et c'est très important parce que la mer du Nord, notre voisin, est une zone économique très intéressante, en pleine évolution, avec beaucoup d'imagination. Les Pays-Bas et l'Allemagne ont beaucoup de voisins chacun, donc il faudra là mieux adapter, mieux harmoniser nos réglementations également. Le secrétaire d'État a parlé de cette intensification de ces pourparlers. Il faudra maintenant surtout faire avancer la construction des réseaux, non seulement d'électricité, mais du système en général. Nous investissons 4 à 5 milliards par an et 40 à 50 millions dans les années à venir, milliards dans les années à venir. C'est un grand défi pour une entreprise comme la nôtre. C'est aussi une question d'emploi, de recrutement de personnes qui travaillent pour nous et une culture de performance également. Comment est-ce qu'on peut en même temps
continuer avec notre travail actuel et construire un nouveau réseau tout en maintenant une disponibilité du réseau de 99,99%. Il n'y a pas beaucoup d'exemples pour un travail parce que même dans le domaine énergétique, il n'y a aucun autre acteur qui a investi plus dans les réseaux que Tenet. Nous avons des interconnecteurs dans des pays comme la Norvège, la Grande-Bretagne, le Danemark, la Belgique, et entre l'Allemagne et les Pays-Bas, comme je l'avais déjà dit. Et nous nous posons la question comment nous pouvons, dans l'avenir, mieux harmoniser nos règles et notre travail. Prochaine transparence, s'il vous plaît. Ce qui est important dans ce contexte, j'aimerais le montrer grâce à un exemple. Pour pouvoir avoir un potentiel de 100 gigawatts d'énergie à base d'éoliennes, pour par la suite livrer de l'électricité à 150 millions de clients jusqu'en 2050, il faut une planification intégrée. Ce n'est pas seulement une intégration des secteurs, mais un système intégré jusque dans les détails. Cela dès la planification. Est-ce qu'on commence par exemple par une pipeline pour l'hydrogène ou est-ce qu'on essaie de transporter ces énergies par le réseau électrique? Les coûts de redistribution sont énormes, donc on pourrait également financer une pipeline pour l'hydrogène à partir de la mer du Nord. Alors qu'est-ce qui est plus important pour l'économie, pour l'industrie? Il faut se poser ces questions. Donc il nous faut un début bien organisé pour commencer une économie basée sur l'hydrogène. Et je salue l'initiative de la présidence du Conseil allemande qui a repris ce sujet au début du mois d'octobre et a donné un mandat à la Commission de s'en charger, parce qu'il n'y a pas seulement la mer du Nord pour le faire, il y a aussi la Méditerranée et d'autres centres industriels qui ont besoin de plus d'intégration entre les secteurs, mais aussi entre de différents pays. Dans ce contexte général de l'énergie, de l'électricité, une question centrale, ce sera comment est-ce qu'on peut produire de l'hydrogène à la base d'énergie renouvelable. Et quand on regarde le potentiel des renouvelables actuellement, pour rendre de l'électricité plus verte, pour ainsi dire, et si on veut en plus produire de l'hydrogène verte, en Allemagne et aux Pays-Bas, ce sera jusqu'à 8000 mégawatts électrolyseurs de 8 à 9000 mégawatts pour l'installer ou il faut développer. Si on veut faire cela, il faut se poser la question qui peut profiter de cette électricité verte. Et ça, c'est une question qui, à ce jour, n'a pas encore trouvé de réponse. En résumant, je dirais que nous devons créer en Europe un pôle énergétique et si nous ne déployons pas plus d'efforts, cela restera en fait sans résultat. Il faut construire des réseaux, il faudrait éviter qu'il y ait une fuite, éviter qu'il y ait une externalisation de ces sujets. C'est un processus itinérant de faire avancer ce grand projet d'envoyer un homme sur la Lune. Merci beaucoup. Je repasse à la modératrice. Merci beaucoup, Madame Brenzel. C'est votre deuxième journée seulement auprès de Tenet. Je suis impressionné par tous les détails que vous avez pu nous donner dès aujourd'hui. Une question, si vous permettez. Vous avez parlé au début aussi de la crise Covid-19. Quelle est en fait la répercussion, par exemple, sur la construction des réseaux, l'élargissement des réseaux et aussi le tarif à payer pour le réseau? Et combien de temps ça durera encore? Moi, je dirais que notamment le secteur électricité est relativement peu concerné par la crise Covid-19. Les gens peuvent toujours allumer la lumière, faire la cuisine avec de l'électricité, produire avec de l'électricité. Donc,
il n'y a en fait pas de grandes répercussions, il n'y a pas de baisse de demande d'électricité. En fait, les tarifs d'utilisation des réseaux permettront à long terme un refinancement des réseaux. À long terme, ça veut dire en 40 ans. Donc si nous avons des problèmes pendant 6 mois, cela ne changera pas vraiment la donne. Cela ne constituerait pas un choc pour notre secteur. Ce qui est un problème, c'est les emplois, les investissements, l'avenir de certains endroits. Et le changement structurel est devenu encore beaucoup plus clair et apparent en raison de cette crise Covid-19. Beaucoup d'entreprises sont dans ce processus de changement structurel. Je pense par exemple à la production automobile. Et là, bien sûr, il y a plus de besoins, mais nous constatons également que nous avons besoin de nouveaux talents. Nous avons besoin de recruter de nouveaux talents. Et le marché est un marché avec des distorsions actuellement. Il y a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes gens, notamment, n'ont pas de travail actuellement. C'est dramatique, mais au moins dans le secteur de l'électricité, nous recrutons toujours. Merci beaucoup, Madame Brandsel. Salutations à Bruxelles. Profitez du soleil, ce n'est pas souvent le cas à Bruxelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mesdames et messieurs, que les 3 intervenantes étaient des femmes. 100% de femmes, encore avant la première pause café. C'est, je trouve, quelque chose de tout à fait impressionnant et surprenant. Et bien sûr, après la pause café, il y aura également des intervenants masculins. Tout va bien auprès de notre forum franco-allemand de l'énergie. Pause café maintenant, je vous demande de revenir à 11h45. Restez en ligne, c'est certainement le moyen le plus sûr pour recommencer avec notre premier panel, défis et perspectives de coopération en matière de politique énergétique dans le triangle de Weimar, avec Angela Ulrich en tant que modératrice qui est experte en matière de protection de l'environnement également. Donc nous nous voyons à 11h45. Pause café maintenant, je vous revois tout à l'heure. Merci.